Actualité politique en République démocratique du Congo, l'opposition congolaise annonce la création d'une nouvelle plateforme en son sein. Conférence sur l'économie bleue durable au Kenya, elle porte sur le développement de méthodes pour mieux utiliser les océans du monde. Puis visite du prince héritier saoudien en Égypte. Il a été accueilli à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Merci de nous retrouver une fois de plus. Bienvenue à toutes et à tous. Le leader de l'UNC, entendez Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a renoncé à sa candidature et s'est engagé à travers un accord conclu le 23 novembre au Kenya à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi lors de la présidentielle du 23 décembre prochain. Un désistement qui lui a valu les éloges de la part de ses partisans et ceux de l'UDPS qui, dans un communiqué conjoint, ont salué son sens d'humilité. Le reportage est signé Mavinga. Une nouvelle coalition électorale vient de voir le jour au sein de l'opposition. Elle s'appelle CAP pour le changement. Mais des concertations ayant eu lieu à Nairobi entre les deux leaders de l'opposition, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Le point saillant du dit accord n'est autre que le désistement de Vital Kamerhe au profit de Félix Tshisekedi. Le leader de l'UNC s'est engagé à soutenir la candidature du président de l'UDPS à la présidentielle du 23 décembre. Une attitude qui a valu au président de l'UNC des encouragements et des félicitations tant des militants de l'UDPS que de son propre parti politique, comme en témoigne le communiqué conjoint signé par les deux partis au lendemain de l'accord de Nairobi. L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt général et rendent hommage appuyé au président Kamerhe pour son humilité, traduite par son désistement en faveur du président Félix Tshisekedi, afin de maximiser les chances de l'alternance dans notre pays. Par ailleurs, l'UDPS et l'UNC gardent leurs mains tendues pour une coalition plus large à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Toutefois, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont déclaré garder leurs mains tendues pour une coalition plus large à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. En attendant, les jeux restent ouverts. Et parlant toujours du scrutin du 23 décembre en République démocratique du Congo, les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités à les superviser. Et ce, contrairement à leurs collègues de l'Union africaine. Voici les détails. Il n'y aura pas d'invitation pour des observateurs de l'Union européenne et ceux de la Fondation Carter pour les élections du 23 décembre prochain. La CENI a invité des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon ce responsable, la Fondation Carter a un problème avec le ministère congolais des Affaires étrangères. Son rapport sur les élections de 2011 a failli provoquer la guerre dans le pays. Ils avaient fait preuve d'un manque évident de professionnalisme, a encore expliqué la source. L'Union européenne a sanctionné une quinzaine de personnalités congolaises par gel des avoirs et des visas pour atteinte aux droits de l'homme après la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila, fin 2016, et le report des élections. Parmi ces personnalités figure le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales sont prévues le 23 décembre. 21 candidats à la présidentielle ont été retenus par la commission électorale pour concourir à la succession du président Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Une partie de l'opposition dénonce toujours le recours aux machines à voter et le fichier électoral. Selon un précédent rapport de l'Organisation internationale de la francophonie,
Ce fichier a répertorié 40 millions d'électeurs, dont 7 millions sans empreinte digitale. Le principal dirigeant de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, interrogé par une commission d'enquête, nie toute implication dans la violence post-électorale du 1er août après l'annonce de la victoire d'Emmerson Mnangagwa à la présidentielle. 6 personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées dans des affrontements avant la proclamation de l'élection. Nelson Chamisa a rappelé que son parti avait souvent été dans le passé victime de la violence d'État, suivant un extrait de ses propos. Aussi mauvaise qu'apparaît la situation où nous avons perdu des vies innocentes, nous devons également comprendre que cela a mis en évidence le problème fondamental que notre nation est brisée, que notre politique est corrompue, que la violence est au centre de notre politique. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme en notre possession est la Constitution. La Constitution est notre arme. C'est pourquoi nous allons toujours dans les instances constitutionnelles pour essayer, accommoder et traiter nos problèmes. Mes mains sont propres. Ma conscience est claire. Mes résolutions sont indéfectibles. Mon cœur est pur. Ces mains que vous voyez n'ont jamais versé de sang. Au Nigeria, plus précisément à Maiduguri, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour 4 agriculteurs tués lors d'une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Des dizaines d'islamistes armés ont attaqué un groupe d'agriculteurs qui travaillaient dans leur champ près de Didari Polo. Voici les détails. Des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont tué près de Maiduguri 4 agriculteurs qui travaillaient dans leur champ près de Didari Polo. À Maiduguri, les habitants se sont regroupés lors d'une prière funèbre pour les 4 agriculteurs tués. Quelques minutes après avoir garé mon vélo, 15 d'entre eux m'ont encerclé. Certains ont dit qu'ils devraient me massacrer, tandis que d'autres ont suggéré de me tirer dessus. Puis, ils m'ont demandé où j'habite, si j'étais du village, et ils m'ont dit que si je leur mentais, ils me tueraient. Ils ont changé d'avis, ils ne me tueraient pas, mais m'enverraient plutôt comme messager pour informer les gens du massacre et aussi pour avertir les soldats de la région qu'ils devaient se préparer. L'autre m'a dit de ne pas courir. Ils allaient juste me demander quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que vous vouliez demander? Puis j'ai dit à ma femme de fuir pour sauver sa vie. Puis j'ai commencé à courir. Ils avaient pris mon vélo, mais il a couru après moi. Puis j'ai entendu l'autre crier qu'il devait me quitter et revenir pour ceux qui étaient déjà dans ses mains. Boko Haram a intensifié ses attaques contre les agriculteurs et les bûcherons qu'il accuse de relayer à l'armée des informations sur les mouvements des djihadistes. L'armée nigériane subit également des pertes de plus en plus importantes face aux djihadistes qui multiplient ces derniers mois les attaques de bases militaires dans le nord du Nigeria. Au Kenya, 3 employés chinois de China Road and Bridge Corporation ont comparu devant la justice à Mombasa pour corruption. Ils sont impliqués dans une arnaque présumée à la billetterie liée à un projet de chemin de fer et sont accusés d'avoir soudoyé les enquêteurs chargés de cette affaire. Reportage. Li Gan, Li Xiaowu et Sun Sin sont les cadres de la China Road and Bridge Corporation, la compagnie qui a construit et opère la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa, inaugurée en grande pompe par le président Uhuru Kenyatta en juin 2017. Accusés d'avoir proposé des pots de vin à des policiers en charge d'une enquête visant leur entreprise, ils ont été inculpés ce lundi. Selon l'accusation, les 3 hommes auraient offert un total de 900 000 shillings kenyans, soit 6 800 € à des policiers de la direction des affaires criminelles pour qu'ils ferment les yeux sur des malversations présumées. Les 3 suspects qui nient les faits
ont été maintenus en détention provisoire en attendant que le magistrat se prononce vendredi prochain sur leur demande de remise en liberté sous caution. Les 3 ressortissants chinois avaient été arrêtés vendredi dernier par la commission anticorruption kenyane. Le Kenya et la Chine entretiennent globalement de bonnes relations diplomatiques. La Chine a ainsi financé 90% des 2,8 milliards d'euros pour la construction de la ligne Mombasa-Nairobi. Mais plusieurs incidents sont venus cette année entamer ces bonnes relations. Kenya, toujours le pays qui accueille la conférence sur l'économie bleue durable avec le Canada et le Japon. La conférence se concentre sur le développement de méthodes pour mieux utiliser les océans, les mers, les lacs et les rivières du monde. Elle était donc une occasion pour ses participants, dont le président kenyan Uhuru Kenyatta, d'appeler à protéger l'environnement pour assurer une prospérité durable. Suivez plutôt. We have convened here today to commit. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous engager, innover et utiliser des moyens transformateurs pour exploiter de manière durable nos océans, nos mers, nos lacs et nos rivières. Et nous savons que si nos richesses environnementales ne sont pas protégées, il ne peut y avoir de prospérité durable pour aucun d'entre nous. There can be no lasting prosperity for any of us. L'importance des questions maritimes pour l'Afrique n'a guère besoin d'être soulignée. L'économie bleue est une composante essentielle des efforts visant à favoriser l'intégration et la transformation du continent, ainsi qu'à améliorer le niveau de vie de ses citoyens. As well as improving the living standards of its citizens. We are very much at a critical time. Nous sommes à un moment critique et il est clair que les principaux défis environnementaux sont de plus en plus pressants. En même temps, relever ces défis de manière réfléchie peut nous aider à créer une sécurité économique accrue et des possibilités économiques pour l'avenir. Puis le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est en visite en Égypte où il a été accueilli à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi. Son séjour s'inscrit dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis l'affaire Khashoggi. Les images. Après les Émirats arabes unis et Bahreïn, Mohammed Ben Salman foule le sol égyptien. Cette tournée est la toute première qu'effectue le prince saoudien à l'étranger depuis l'affaire Khashoggi. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport du Caire par le président Abdel Fattah al-Sisi, avec qui il doit échanger notamment sur le renforcement des relations bilatérales et sur des questions régionales d'intérêt commun. La tournée du prince héritier est effectuée sur instruction de son père, le roi Salman. Sa dernière visite en Égypte date de mars 2018. À cette occasion, Riyad et le Caire ont mis en place un fonds commun d'investissement d'un total de 16 milliards de dollars. Au pouvoir depuis 2014, le régime de Sisi a considérablement renforcé les liens avec le Caire et les pays du Golfe, en particulier avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Notons qu'après l'Égypte, Mohammed Ben Salman mettra le cap sur la Tunisie, où des syndicats et des associations ont appelé à manifester contre sa venue. Sa visite sera la première d'un membre de la famille royale saoudienne depuis la révolution de 2011 en Tunisie, qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis lors en Arabie saoudite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.